Bienvenue à Motherhood Unfiltered Podcast. Ici, on crée le village dont chaque maman a besoin. C'est un espace de ressources, de partage et de soutien pour la maternité et le bien-être. Rejoins la communauté où la maternité est vécue et célébrée ensemble et sans filtre. Bon épisode! Bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est la partie 2 du podcast avec Malika Morissette Bonapace de la méthode Bonapace. Si vous avez manqué la semaine dernière, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter, juste parce que la partie 2 d'aujourd'hui est vraiment la suite de ce qu'on a parlé la semaine dernière. Donc, j'ai vraiment juste coupé le podcast en deux pour pas que ça soit trop long. Donc, pour vraiment comprendre puis vraiment bien suivre, je vous conseille d'aller l'écouter. Si c'est déjà fait, enjoy la partie 2. Honnêtement, plein de belles connaissances. Je suis éternellement grateful que Malika ait accepté de venir sur le podcast pour partager. Elle est vraiment, tu sais, sur le terrain avec les professionnels de la santé. Elle sait ce qui se passe. Puis je pense que ça peut nous éclairer sur beaucoup de questionnements. Puis vraiment un peu nous redonner le pouvoir qu'on est capable d'enfanter, on est capable de le faire. Puis c'est quoi les outils dont on a besoin. Donc, dans cette partie 2, on va aborder le postpartum, un peu l'allaitement également. Puis on va terminer avec les petits conseils de Malika pour que votre enfantement se déroule encore mieux. Donc, voilà, j'espère que vous allez apprécier. Bonne écoute. Pendant qu'on est un peu, pas dans le négatif, mais dans un peu l'intensité de la... J'aimerais ça après ça, on ira un peu plus dans ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qui peut aider, mais j'aimerais ça qu'on aborde la grossesse à terme. Tu l'as un peu touché tantôt, mais j'ai tellement de gens autour de moi. Ah, ben ils m'ont provoqué, mon bébé était trop gros. Est-ce qu'ils peuvent réellement savoir s'il est trop gros? Est-ce que c'est dangereux de passer 40 semaines? Tu sais, peux-tu nous éclairer un peu là-dessus? Oui, je peux vous éclairer. Je peux t'éclairer, et toi, et les gens qui écoutent. La première chose, c'est que quand on est arrivé à dire qu'une grossesse à terme, c'est 40 semaines, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on a une moyenne à 40 semaines. Fait que quand on parle des éléphants par exemple, je pense qu'on parle de 22 mois, si je me trompe pas. C'est plus long. Et c'est très long. C'est comme 2 ans au complet de grossesse. Mais 22 mois, là, c'est une moyenne. Il y en a qui vont éléphanter, ça se peut-tu? Je sais pas. Il y en a il y a des femelles qui vont mettre bas, tu sais, quelques semaines avant, d'autres quelques semaines après. Puis plus c'est long, plus le delta va être grand. Tu sais, on le sait avec des poussins, par exemple, là, c'est comme 21 jours, mais ton delta, il est très petit. Il n'y a pas beaucoup de distance entre, parce que la période est tellement courte que, tu sais, ça fait en sorte que le jour... Fait que 9 mois, c'est quand même long. Le 40 semaines, c'est quand même long. Puis on est arrivé à 40 semaines parce qu'il y avait plein de femmes qui enfantaient à 42 semaines, puis plein à 38 semaines. Puis ça l'a donné une moyenne à 40. Right? Ouais. OK. Aujourd'hui, on n'en voit plus des enfantements à 42 semaines. Non, c'est vrai. Ça n'existe plus. Puis même aujourd'hui, il y a un push très fort pour dire que la grossesse est à terme à 38 semaines. Puis, Ariane, ce push-là, il est logistico-pratique. C'est tout. C'est vraiment chiant pour les milieux hospitaliers d'avoir des moments où il y a beaucoup de naissances d'un coup, puis d'autres où il n'y en a pas. C'est beaucoup plus facile de les organiser dans l'horaire. Tu sais, il y a je pense que c'est au Maroc, ma mère avait rencontré un obstétricien qui était tellement fier de lui, qui disait qu'il avait presque réussi à atteindre son taux de 100% de césarienne. Ouf! OK. OK? J'ai le considéré pendant un bout de temps de mettre une équipe mettre une équipe d'avocats internationaux sur le dossier là, pour dire, hey, là, comme on est extrêmement... Comme là, c'est de la pure boucherie, là. Mais ce que eux faisaient dans cette clinique-là, et c'était par défaut, là, c'était comme ça que c'était fait, les femmes sont toutes provoquées le matin, puis à 5 heures, tous ceux qui n'ont pas accouché encore sont césarisés. Tu vois le système, là? Fait que il y a des pays qui c'est pire qu'ici. Je dis pas qu'ici c'est très chouette, mais il y a des places que c'est encore pire, là. J'en aurais des longues histoires si tu voulais que je te raconte des pays qui font des choses terribles. Non, c'est ça, exactement. Mais des fois, ça fait du bien, tu sais, de se dire, écoute, ça pourrait être vraiment pire que ce qu'on fait, là. Ouais. Fait qu'on a toujours eu, historiquement, des bébés qui étaient à 42 semaines, d'autres plus avant. Mais là, au niveau pratique, au niveau de l'organisation, c'est vraiment plus facile. C'est juste vraiment plus facile de planifier les naissances. Puis c'est pour ça que
on fait beaucoup d'études. Ben là, est-ce que c'est tout aussi efficace de provoquer à 40 semaines qu'à 38? Puis là, ça s'en vient, là. Ça s'en vient un peu partout dans tous les pays industrialisés où on provoque systématiquement par défaut toutes les femmes à 38 semaines parce qu'on dit de toute façon, le bébé il est prêt puis c'est tout. Sans bien évidemment avoir fait des études longitudinales qui assurent qu'il n'y a pas de problème. Moi, je pense que c'est de la pure folie, là. Je pense qu'on joue aux apprentis sorciers, puis je pense que ça existe juste parce que on veut optimiser les coûts entourant les professionnels qui se font payer, puis tu es capable d'optimiser si tu contrôles plus, puis si tu déclenches tout le monde. Mais je pense qu'on s'en va vraiment dans le dallo avec ça. Ça s'en vient. Fait que tout ça pour dire que moi, je suis absolument convaincue qu'il y a toujours eu des fours qui étaient plus lents que d'autres. Puis il y en a des femmes qui vont dire, tu sais, j'étais à 41 semaines et demie, mais moi, ma mère, elle m'a eu à 40 semaines, puis mes tantes aussi, puis ma grand-mère aussi, puis tu sais, t'as comme toute une lignée de femmes qui sont des fours plus lents, fait comme... On peut-tu leur sacrer patience à eux autres, tu sais? Ouais. Puis quand on les provoque, ces mamans-là, ben il y a des bébés qui sortent complètement remplis de vernix, tu sais, couverts de vernix. Tu dis, hey, ça, c'était pas un bébé qui était prêt pantoute, là. Il était pas prêt, ce bébé-là. Fait que... on a tendance à avoir peur, puis on a tendance à sentir que on peut plus contrôler le bébé quand il est sorti. Fait qu'on a beaucoup envie de le sortir. Même des bébés comme qui ils prennent, on va dire, un taux de croissance qui est inquiétant. Là, je parle pas de stagnation sévère, là. Je parle pas des extrêmes, mais je parle de, ouais, petit bébé, là, tu sais, on devrait le faire sortir. Oh, mais il est petit, dude, man! Laissez-y le temps, laissez-y. Ouais. Comme s'il y a de quoi, il y a besoin de plus de temps. Là, tout le monde s'inquiète, la dégradation placentaire, puis la toxicité placentaire, puis... Je sais pas, moi, j'embarque pas là-dedans. Puis, j'ai envie de dire, ça, c'est une des choses qui est souvent mal connue. Aucune intervention médicale est une obligation. Jamais. Ouais. En fait, l'obligation serait, de la part des professionnels, d'indiquer à toutes les femmes qu'elles ont le droit de dire non à tout. Mm-hmm. Mais ça, jamais c'est fait, là, parce que quand je donne le cours sur le consentement libre et éclairé, tout le monde tombe en bas de leur chaise, ben voyons, on fait pas ça. Ben je le sais que vous faites pas ça. Mais médico-légalement, vous êtes obligés de demander le consentement libre. Libre, ça veut dire que les femmes ont le droit de dire non. Puis éclairé, ça veut dire que vous avez donné des informations justes sur les bénéfices de l'intervention, mais aussi sur les risques et aussi les alternatives. Ouais. Fait que on va déclencher ton bébé à 41 semaines. Point. Fin de la discussion. Aucun consentement a été obtenu. Pour que ce soit un consentement, il faudrait que ce soit quelque chose comme les bénéfices de te déclencher avec la prostaglandine à 41 semaines sont... Ouais. Les risques associés avec la prostaglandine sont... Les alternatives, on pourrait provoquer avec de l'ocytocine, on pourrait rupturer, on pourrait évaluer quel est ton score de Bishop, parce que plus ton score de Bishop est mauvais, plus qu'on a de risque d'échec de déclenchement. Puis si on a un échec de déclenchement, tu t'en vas direct en césarienne, ma chérie. Ouais. On sait que déclenchement égale 3 fois plus de risque de césarienne. Ouais. Si t'en veux pas de césarienne, fais-toi pas déclencher, là. Ouais. Puis là, il y a toutes les autres alternatives qui est... Bon, tu sais, tantôt, tu parlais... tu me disais comment tu négociais, tu choisissais tes batailles, tu sais, t'achetais ta paix. Fait que des femmes qui vont dire, ben je vais te faire une autre échographie de base si tu veux voir comment va le placenta, mais laisse-moi tranquille. Ça, c'est une autre alternative. Faire l'amour, c'est une autre alternative. Puis, il y a la dernière option qu'on oublie souvent, qui est de ne rien faire. Ouais. Ça, on vient de faire l'acronyme du BRAIN. B, bénéfice, R, risque, A, alternative, I, intuition, qu'est-ce que la femme sent dans d'elle, puis N, ne rien faire. Puis je te garantis que les femmes qui ont l'intuition qu'il faut que ce bébé-là sorte, ils vont le dire. Il y a de quoi qui marche pas. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, je connais une femme qui a eu une intuition super forte, là. C'était comme, bam, c'est arrivé tout d'un coup. Elle dit, faut que je m'en aille à l'hôpital. Elle était à, je sais pas, 36 semaines, je pense. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose... Là, son mari était comme, dude, sérieux, calme-toi, on vient juste d'arriver au chalet, là, ça va être correct. Il a réussi à la convaincre de rester au chalet la nuit du vendredi. Le samedi matin, elle s'est réveillée à 6 heures. Elle a dit, moi, je m'en vais à l'hôpital right now. Puis elle est allée à l'hôpital, puis ils ont découvert des problèmes graves que ce bébé-là avait, qu'il n'y avait pas de connexion entre l'œsophage puis l'estomac, qu'il n'était pas capable de consommer le liquide amniotique, fait qu'il y avait trop de liquide amniotique. Puis ça a été tout ça a été diagnostiqué à ce moment-là, mais la femme, elle savait, tu comprends? Quelque chose, ouais. L'outil le plus puissant dans l'obstétrique,
au complet, c'est l'intuition des femmes. Mm-hmm. Fait qu'il faut y laisser la place. C'est très important. Puis les médecins vont vous le dire que ça, c'est vrai. Parce que quand une femme affolée de même dit « il y a de quoi qui va pas, il y a de quoi qui va pas », puis que tous les résultats sont beaux, les médecins, ils savent qu'il faut qu'ils continuent à faire des tests. Parce que si la femme, elle dit « il y a quelque chose pour vrai ». Ça, je l'ai entendu beaucoup de fois. Wow. Ouais. Fait que je pense que ça, c'est important de garder en tête. C'est que non, c'est pas à 41, 2, 7, on va t'induire. C'est, non, sont où les bénéfices, sont où les risques, sont où les alternatives? Qu'est-ce que mon intuition dit, puis qu'est-ce qui arrive si on fait rien? Puis comme, c'est moi qui prends la décision, c'est ma grossesse, c'est mon bébé, c'est mon corps. Tu as le droit de refuser si même il te donne une date d'induction, puis tu dis « Hey, non, moi, je veux pas, mais j'ai le droit de pas me présenter à l'hôpital. » Right? Complètement. Ouais. Complètement. En France, ils ont l'échographie obligatoire. C'est le titre de l'échographie. Tu sais, puis là, j'explique aux Français, je dis, vous comprenez, là, que l'échographie n'est pas obligatoire. Ben oui, mais il faut quand même quoi? Il faut quand même la proposer. Exactement. C'est une obligation de proposer l'intervention de l'échographie. Mais c'est pas une échographie que les femmes... Si la femme, elle veut faire 0 échographie pendant toute sa grossesse, elle a le droit. Si la femme, elle veut rester chez eux pour enfanter, elle a le droit. Si la femme, elle veut pas de perfusion, elle a le droit. Si la femme, elle veut pas d'ocytocine artificielle, elle a le droit. Ça va peut-être déranger. Puis c'est pour ça que dans la méthode Bonaparte, on prend beaucoup de temps d'expliquer comment devenir allié avec les professionnels de la santé, puis pas en confrontation. Parce que tu peux pas accoucher avec des gants de boxe. Ça se fait pas. Fait qu'on explique comment s'y prendre pour travailler en collaboration avec des professionnels qui travaillent dans un milieu qui ne favorise pas l'enfantement physiologique. Tellement. Puis, est-ce qu'on peut aussi rajouter, on sait le consentement libre et éclairé, mais les droits de la femme pendant l'accouchement, tu sais, des fois on se fait dire tu peux pas boire, manger, ou comme moi j'avais dit, c'était vraiment bien pour moi de... Ils m'ont pas dit j'ai pas le droit de manger, boire, mais tu sais, ils me regardaient pour être sûr que je buvais assez d'eau, sinon ils voulaient me plugger sur le soluté, ou moi j'avais dit je veux garder mes vêtements. Tu sais, il y a des trucs que des fois on le sait pas nécessairement qui pourraient aider, du moins, tu sais, si on accouche en milieu hospitalier, peut-être aider à garder cette oxytocine-là aussi. Oui. C'est difficile. Tu sais, en réalité, je vais te le dire, là, Ariane, c'est difficile de prendre un milieu qui est pas fait pour ça, puis de le rendre comme plus adapté. Ouais. Mais il y a des moyens de le faire. Il y a des moyens d'être créatif. Souvent, je vais dire aux parents qui se sont formés puis qui savent que c'est vraiment pas le milieu qu'ils voudraient, mais qui n'ont pas le choix. Tu sais, en France, il n'y a pas d'alternative. Il y a une poignée de main, là, il y a quelques maisons de naissance, puis les accouchements à domicile ont été rendus illégaux par l'obligation d'assurance pour les sages-femmes qui sont plus grandes que la moitié de leur salaire annuel. Là. Une affaire, une folie, en tout cas. Bref, il n'y a comme pas d'options en France. Très, 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 très peu d'options. C'est tough. C'est tough. Ce que moi, je dis, c'est, si vous avez fait la recherche puis vous avez des demandes, une des choses qui peut être bien, c'est de rencontrer les chefs de service. De dire, tu sais, on vous a choisi, êtes-vous d'accord avec nous? Moi, par exemple, quand il était temps d'enfanter, on avait choisi, nous, d'être suivis par une équipe de sages-femmes québécoises ici. Puis, moi, il était clair que je voulais aucune écoute fétale à l'expulsion. 0. C'est comme, à ce moment-là, là, comme... steer clear. Je veux qu'il y ait personne comme qui me taponne à ce moment-là. Puis de toute façon, nous, on utilisait on refusait l'utilisation du Doppler, fait que c'était tout par fétoscope. Puis j'imaginais que j'allais probablement enfanter dans l'eau, puis tu peux pas utiliser de fétoscope dans l'eau. Fait que c'était comme non, il y en aura pas, tu sais. Puis j'ai dû rencontrer la cadre pour dire, tu sais, comme voici qu'est-ce qu'on souhaite. Puis elle a dit, moi, il faut comme que je m'assure d'avoir des sages-femmes qui sont cool avec ça parce que c'est un choix des deux bords. Mm-hmm. C'est les femmes qui peuvent avoir des demandes, mais aussi les professionnels qui doivent dire, on est-tu correct avec ça ou non? Il y a comme tu comprends? C'est comme un travail d'équipe. Puis, moi, ma décision était claire. C'était comme, si vous autres, vous me refusez ça, j'en aurai pas de sage-femme. Comme moi, je vais être chez nous, ciao, bye, là, comme... Tu sais, moi, ma position était plus franchement posée. Fait que ça, c'est plus facile pour eux de s'organiser avec ça. C'est comme, si tu veux être là, comme, si tu veux que tu aies des sages-femmes
vos sages-femmes sont les bienvenues, mais sinon, comme... Je vais être correct. Je vais être correct. Je vais m'organiser avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, en même temps. Avec les moyens que Mère Nature a prévus depuis l'histoire de l'humanité pour moi, là, comme... Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas si ça donne des pistes, tu sais. C'est sûr que de rencontrer les chefs de service d'abord pour dire, on est là, voici qui on est, on aimerait ça choisir votre établissement, voici c'est quoi nos besoins, voici qu'est-ce qu'on aimerait, puis qu'il y ait une discussion qui soit initiée avant le moment, parce que sinon, ça cause beaucoup d'anxiété pour les professionnels. Puis quand les professionnels sont très anxieux, ils réagissent souvent pas particulièrement chaleureusement et bien. Puis ce qu'on voit, malheureusement, c'est que les femmes se font punir. Puis ça, c'est bien plate. C'est bien... Puis je le sais que ça arrive, parce que ça, je l'ai entendu de mes propres oreilles, les femmes qui se font punir parce que elle essaie de me dire quoi faire, puis de pas faire ci, puis de pas faire ça, puis c'est moi ici qui décide, puis attache ta tuque. Ouais. Oui, puis en tant que femme aussi, tu sais, souvent, on a peur de déranger, mais il faut pas oublier que c'est notre enfantement à nous, c'est notre santé à nous, la santé de notre bébé, tu sais, c'est dans ces moments-là, je pense qu'on devrait encore plus prendre notre place, puis choisir. Tu sais, des fois, on dirait qu'au Québec, on pense que peut-être qu'on n'a pas le choix. Tu sais, aux États-Unis, vu qu'il y a les assurances, puis qu'on paye, techniquement, on a comme le feeling de comme c'est moi qui paye, je choisis où j'accouche, mais au Québec, tu peux aussi faire le choix puis choisir l'établissement. Moi, ça a été comme un gros learning pour moi de choisir la prochaine fois l'établissement où est-ce que je vais accoucher, tu sais. Moi, j'aime dire, si t'es pour accoucher à l'hôpital, t'as 2 tests à passer qui sont vraiment importants. Le premier test, c'est que tu vas te rendre chez le boulanger. Puis tu vas te dire, j'aimerais ça avoir... Je te vois sourire, tu m'as-tu déjà entendu dire ça? Non, mais je me demande où tu t'en vas avec ça. Ouais. Fait que là, tu vas chez le boulanger, puis tu te dis, j'aimerais ça avoir ce pain-là, s'il te plaît, le pain brun, mettons. Fait que là, il prend, tu sais, son petit truc là, pour prendre le pain puis le mettre dans le sac. Puis là, aussitôt qu'il l'a dans la main, tu dis « Ah non, en fait, pas celui-là, j'aimerais mieux l'autre, j'aimerais mieux une autre sorte de pain, mettons le pain de mie. » Fait que là, il est comme « OK », là, il prend le pain de mie. Là, « en fait, pas celui-là, j'aimerais le plus gros, le pain de mie, mais le plus gros à gauche, là. » Là, tu commences à le faire chier, maudit, là. Perdre patience, ouais. Là, il arrive pour prendre celui-là, puis là, il arrive pour le mettre dans le sac, puis il se vire de bord, puis tu dis « Finalement, je prendrai pas de pain, puis tu t'en vas. » Si t'es capable de faire ce test-là, de le faire pour vrai, là, puis si t'es capable de faire le deuxième test, qui est, tu vas au comptoir de la pharmacie, tu dis, oui, j'aimerais parler à un pharmacien, s'il vous plaît, parfait. Puis là, tu t'adresses au pharmacien et tu dis, j'aimerais avoir une boîte de clous, s'il vous plaît. Là, le pharmacien, il va te trouver bien épaisse. Ouais. Mais là, les clous, on n'a pas de clous ici. Oui, mais je viens ici. Bien, on est à une pharmacie ici, j'aimerais ça avoir des clous. Ouais. Si t'es capable de poser cette question-là au pharmacien, puis t'es capable de faire ça au boulanger, t'es prête à enfanter à l'hôpital. Je vais te donner mon certificat, mon attestation. T'es prête. Mais si t'es pas capable de gérer l'inconfort social de ces 2 affaires-là, de ces 2 tests-là, attends-toi pas à avoir un accouchement physiologique à l'hôpital. Non, je pense que je suis la preuve parce que j'avais un peu ces demandes-là, c'est sur mon plan de naissance, puis ils ont été respectés. Mais ça s'est pas déroulé vraiment comme je l'avais pensé. J'ai senti certains froids à certains endroits, puis c'est correct parce que c'est ça que je voulais, mais effectivement, l'inconfort, je sentais que je dérangeais. Oui. C'est pour ça que nos parents Bonaparte, une des choses qu'on leur enseigne, je te disais, on explique beaucoup comment préparer le rapport avec le professionnel. Les parents Bonaparte sont facilement reconnaissables dans les milieux hospitaliers parce qu'ils arrivent toujours avec des cadeaux à la maternité. Comme un premier signe de paix. Ouais? J'avais préparé des petits sacs pour les infirmières. Ils étaient toutes très, très surprises. Là, en fait, ils sont venus me remercier personnellement. Et wow, merci 1 ou 2 de ce que j'avais emmené. Ouais. Wow, ben c'est positif. Mais ça ne t'a pas empêché de te faire quand même sentir comme... Non, je dirais que c'est moins au niveau des infirmières, plus au niveau des médecins. Tu vois, ça aurait pris des petits sacs pour les médecins aussi. Oui. C'est toute l'équipe médicale. Quand on dit toute l'équipe, on dit tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. J'aimerais ça qu'on adresse peut-être rapidement, là, je ne vais pas prendre trop de ton temps, mais le postpartum, j'ai vu un post, puis j'avais lu un peu aussi dans l'Ayurveda que c'était comme ça, le repos après la naissance. Je trouve que dans notre société d'aujourd'hui où est-ce que tout va très, très vite, c'est un peu vénéré de « Oh mon Dieu, ben, elle cuisine déjà, elle va s'entraîner ou elle va faire ça », alors que on devrait être au lit, on devrait se reposer le plus possible. Peux-tu nous parler un peu de... Je pense que tu parlais d'un vide suite à l'enfantement, la chaleur, etc. Puis tu m'en parlais un peu. Fait que ce qu'on sait, c'est que
c'est une sage-femme que j'aime beaucoup qui a utilisé cette image-là, puis je l'adore, je la trouve très, très parlante. Ouais. L'énergie en postpartum, c'est comme une carte de crédit. Okay. Ton premier mois, tu peux en dépenser autant que tu veux. Puis c'est après ton premier mois que tu vas recevoir ta facture. Ouais. Puis ça va dicter le reste de ta première année de ton postpartum. Fait que quand tu comprends que la manière avec laquelle tu vis ton premier mois, ça va déterminer, ça va dicter le reste de l'année, tu t'équipes autrement. Ouais. Tu y réfléchis parce que tu te dis, OK, là, si j'ai pas envie d'être brûlée puis être morte tout le long, ben il faut pas que j'en dépense plus. Puis l'affaire, c'est que dans ton premier mois, t'es forte de toute l'énergie de ton passé, là. Fait que t'en as de l'argent. Ouais. T'as de l'impression que t'as de l'argent sur ta carte de crédit, que tu vas en avoir en masse pour payer. Mais tu sais pas ce qui t'attend. Ouais. Fait que, quand on parle du 4e trimestre, on est vraiment sérieux. Les bébés, à partir du moment où on est devenu bipédal, hein, où on s'est mis à marcher sur 2 pieds, là, notre espèce, ça fait quand même très, très longtemps de ça. Ouais. On s'est ramassé avec des bébés vraiment moins finis. Ah. Tu sais, pense à des chevreuils. Les mamans mettent au monde leur bébé chevreuil, puis dans les 2 heures qui suivent, les bébés chevreuils sont capables de courir. Ouais. Ça prend à notre espèce pour courir comme 1 an et demi de temps. Ouais. C'est long. C'est 2 heures versus 1 an et demi, c'est énorme. On a des bébés qui sont vraiment pas finis. C'est pour ça que le 4e trimestre, on en parle en disant qu'il faut reproduire un environnement très, très, très similaire à l'environnement in utero pour aider la fin de la maturation de nos bébés. C'est super important. Nos bébés, ils sont pas capables de réguler leur température. C'est pour ça qu'on devrait les avoir en peau à peau 24 heures sur 24. Mm-hmm. Nos bébés, hein, on sait que c'est long avant que le cycle circadien, fait que de comprendre le jour versus la nuit, c'est long. Fait que c'est pour ça que les bébés bénéficient d'être en peau à peau 24 heures sur 24 avec leurs parents, avec leur maman, qui fassent du co-dodo allaitement. On parle du breast sleeping. En anglais, l'auteur de James McKenna, qui est très, très clair sur le fait que ce qui est plus sécuritaire, c'est d'allaiter et de dormir collé avec son bébé. Il y a des façons de le faire de manière sécuritaire, mais tu sais, encore aujourd'hui, Santé Canada réprimande encore et reproche encore le co-dodo, alors qu'on a des évidences scientifiques qui sont très claires de la part de l'OMS depuis longtemps sur comment bien faire le co-dodo, puis que c'est plus sécuritaire. Parce que le nerf phrénique du cerveau des bébés est pas complètement consolidé, puis ça nécessite une exposition à un niveau de CO2 pour que le nerf phrénique continue à activer la respiration automatique chez les bébés. C'est d'ailleurs pour ça que quand on a inventé les incubateurs, là, on se rendait compte que les bébés arrêtaient de respirer. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont fait plein de tests, puis ils ont découvert que mettre du CO2 dans l'incubateur, ça diminuait l'arrêt de respiration chez les bébés. Wow. Puis là, ils ont fait plein de tests, puis ils ont découvert que 5%, c'est le montant optimal de CO2 que reçoivent les bébés pour pas qu'ils arrêtent de respirer. Ouais. Puis là, des années plus tard, James McKenna découvre que en peau à peau avec leur maman, quand les mères dorment, les bébés reçoivent 5% de CO2. Tu sais, mère nature avait déjà... c'est ça. Puis c'est important de le dire, là, quand je parle de co-dodo, je parle de co-dodo chez une femme allaitante, qui a une structure, un schéma de sommeil qui est complètement altéré à une mère non allaitante ou un autre être humain adulte. Ouais. Les bébés, ils sont pas finis, puis ils ont vraiment besoin de notre présence, notre proximité. Ils ont besoin d'un environnement qui est très, très similaire à l'utérus pour pouvoir se finir de manière adéquate. Wow, ouais. Tu sais, la mort subite du nourrisson, là. Tu sais comment ça s'appelait, ça, avant? Non. En anglais, on dit « crib death ». C'est littéralement traduit mot pour mot, la mort du berceau. Sais-tu pourquoi on appelait ça la mort du berceau? Non. Parce que ça l'a apparu quand les berceaux sont apparus. Ouais. Ça existait alors que pas. Là, c'est tout le contraire. Là, on nous dit que si on le met dans le berceau, il est plus en sécurité. Exact. Sur le dos. Exact. Mais dans le berceau, il n'y a pas le CO2 qu'il a besoin. Puis là, ben, on s'est rendu compte que, OK, il semblait avoir moins, puis je sais pas exactement c'est quoi, j'ai pas étudié c'est quoi les processus, pourquoi les bébés sur le dos, seuls, meurent moins. Mais une chose est certaine, c'est que les bébés, quand ils sont avec leur maman, ils font toutes les positions. Ils font ventre à ventre avec la mère, côté
à côté, puis s'ils veulent, ils peuvent se mettre sur le dos, mais on voit que c'est plutôt rare que les bébés s'installent spontanément sur le dos. Fait que, tu sais, c'est ça. On enlève une affaire, puis il faut réparer cette affaire-là avec 50 000 affaires. Ouais. Tu sais, le coup de dos, ça répond à tous les besoins, puis quand on l'enlève, on a besoin le berceau, les écouteurs qui remplacent les oreilles. Ouais. On a besoin de la machine là, qui fait le lait, là, parce que tu vas te réveiller, puis tu vas te réveiller vraiment plus tard. Puis là, le bébé, il va hurler sa vie parce qu'il n'aura pas juste fait des micro-mouvements puis s'être plugué sur le sein qui est juste dans sa face, là. Ouais. Puis là, il faut qu'il se soit comme vraiment agité beaucoup, là. Ah ouais, grouille-toi, là. Descends en bas, puis tu sais, mais ça, on pourrait en parler vraiment longtemps, mais... Là, va en bas, va dans la cuisine, prépare le lait, faut que ça se fasse vite, là, retourne là, redonne ça au bébé, puis, tu sais, c'est ça. Il y a plein de besoins qui sont pas répondus, ni pour la mère, ni pour le bébé. Ouais. C'est pour ça que les femmes qui allaitent pas sont beaucoup plus à risque de la dépression du postpartum. Mais aujourd'hui, ça devient quasiment floué parce qu'on met tellement de pression, puis on les stresse tellement, les pauvres mères allaitantes, Caroline, qu'on leur donne pas de chance. Que là, on voit des dépressions occasionnées par le stress causé par les professionnels de la santé sur l'allaitement. Aussi, entre autres, parce qu'on a désappris à allaiter, là, tu sais, avant. Ben oui. Tout le monde voyait... j'ai entendu « j'ai arrêté d'allaiter pour ma santé mentale », alors qu'il y a quelque chose aussi dans le lait, dans le fait d'allaiter qui aide à la santé mentale des femmes, tu sais. C'est... quand moi, je travaillais comme en psychiatrie périnatale, là, quand j'avais ma pratique clinique en tant que psychologue, on établissait toujours toutes les bases pour assurer que l'allaitement allait être un succès chez les femmes qui avaient une historique d'anxiété, dépression, surtout. Parce que c'est un des facteurs les plus sécuritaires. C'est ce qui va aider d'avoir un allaitement qui se passe bien. Mais il faut que tu sois bien entouré. Tu sais, moi, je dis souvent, l'allaitement qui se passe pas bien, ça n'a rien à voir avec les seins, là. Ça a à voir avec l'entourage. Ah oui. Est-ce que la femme est soutenue ou non, avec des bonnes ressources ou non? C'est ça qui va déterminer. Il y a de rares exceptions où ça peut être les seins, mais c'est très, 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 très rares exceptions. Est-ce que l'allaitement peut nuire à... Est-ce que l'enfantement, si il y a un trauma ou s'il est mal géré, est-ce que ça peut nuire à l'allaitement? Ah ben oui, c'est sûr que oui. Mais oui, c'est sûr que oui. Tu sais, la même chose, l'allaitement, c'est un processus physiologique. Mm-hmm. C'est un processus qui se fait de manière spontanée et naturelle par tout le cocktail hormonal qui est nécessaire. Mais c'est sûr que oui, une femme qui vit un trauma d'accouchement puis qui n'a pas tout le cocktail hormonal qu'elle était supposée avoir pendant son enfantement, ça va... Ben regarde, on le voit, des césariennes programmées, là, même que les filles ont de la misère à partir de leur accouchement. Mais parce que, tu comprends? Leur allaitement. Oui, je m'excuse, leur allaitement. Parce que tu pars ton système dans la mauvaise... T'as pas la lignée. On est capable de le faire, puis on les aide. Je veux dire, on est capable de partir des femmes à des allaitements sur des enfants adoptés, là, sur des bébés adoptés. Wow. On sait que ça existe, là, tu sais. Mais attache ta tuque, puis t'es mieux de te réveiller de bonne heure. Mais c'est ça qu'on fait vivre aux femmes qui sont césarisées, de manière élective. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. Fait que, of course, que l'issue d'enfantement va jouer sur l'allaitement. Wow. Puis je pense qu'il y avait quelque chose dans un des posts aussi que tu disais que le soluté, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Si tu as du soluté pendant la grossesse, ça peut faire un peu gonfler ton bébé et donc venir au niveau du nombre de poids qu'il peut perdre. Puis là, ça vient stresser la mère. Je sais pas si tu peux mais... Fait que plus la mère, elle est pluguée sur son soluté longtemps, plus le bébé, dans le fond, il va recevoir ce soluté-là, lui aussi, là. Ouais. Fait que ce qu'on voit, c'est que les bébés, ils vont peser plus à la naissance, mais ils vont perdre ce poids-là rapidement après. Ouais. Puis là, maintenant, fait qu'avant, on disait, puis là, c'est en train de changer, hein? J'haïs tellement ça qu'ils font ça. Avant, les bébés avaient le droit de perdre 10% de leur poids à partir de la naissance avant qu'on fasse de quoi, puis qu'on s'inquiète, puis qu'on les menace d'avoir des dalles, puis plein d'autres cossins. Ouais. Là, maintenant, il y a des pays qui sont en train de changer, des hôpitaux qui sont en train de changer ça, ils passent du 10 au 7%. Oh, quand même! C'est une bonne... Fait que là, on écœure ces pauvres mamans allaitantes-là encore plus. On les stresse encore plus, ce qui leur empêche de produire le lait nécessaire. Puis, et voilà, les amis, on crée d'autres problèmes. Puis là, on essaie de les réparer après. Fait que oui, c'est ça, les bébés vont perdre le poids qu'ils ont reçu de trop à cause du soluté. Puis là, Puis on pense parce que c'est la production de lait.
Oui, c'est ça. C'est ça. Là, on dit « Ah, ces bébés-là, ils perdent trop de poids! » Ben non, mais il aurait pas été si lourd que ça si vous l'aviez pas plugué. Si vous aviez pas plugué la mère, puis qu'il aurait perdu moins de poids. Fait que là, tolérez. Comme vous avez mis la mère sur du Sainto pendant comme 26 heures de temps. Of course que ce bébé-là, il va être... Tu comprends? Mais c'est pas considéré. Fait que là, on stresse les mères, puis là, on dit qu'ils produisent pas assez de lait. Puis tu sais, le lait, c'est l'ocytocine puis la prolactine. C'est les deux hormones qui travaillent ensemble. Fait que, je veux dire, stresse la femme, elle va être moins en mesure de produire son lait. Puis une information, je savais cette information-là, mais j'avais pas réalisé l'impact que ça avait sur les gens jusqu'à ce que j'en parle dernièrement avec quelqu'un, fait que je vais le dire là maintenant. Oui, vas-y. Du lait, c'est du sang filtré, hein? C'est du sang. Du lait, c'est du sang. C'est juste qu'il y a certaines portions qui sont enlevées, là, mais... Fait que, tu sais, on a cette idée-là comme si le corps, il produit de toutes pièces comme la création du lait. Non, comme du sang, t'en as dans ton corps, puis il fait juste enlever une portion, puis c'est ce qu'il donne. OK, wow, je savais pas ça. Puis, paraît-il que, en tout cas, ce que je me suis fait dire par des femmes dernièrement, c'est « Hey, c'est fou l'impact psychologique que ça a de me dire que mon sang, il est déjà dans mon corps. » Puis c'est pour ça qu'on... Tu sais, quand je sais pas si t'as déjà fait ça, un don de sang, tu sais, après, comme, ça nécessite une charge énergétique très importante de recréer ce sang-là. Ben, quand t'allaites, c'est ça que tu fais, en fait. Tu crées plus de sang parce que tu en donnes plus. Oui. Tu comprends? Parce que tu en... Ben, pas plus, parce que tu en donnes. Comme, t'en sors de ton corps. Fait que t'en as besoin. C'est pour ça qu'on a plus faim. Quand les femmes allaitantes, tu vas voir, ils ont... Tu sais, tu manges qu'est-ce qui est partout, là. tu manges parce que tu crées beaucoup de cette substance-là qui est non négligeable, là, qui est significative. Fait que je le partage parce que je me suis fait dire « Waouh, c'est fou la différence que ça a fait dans ma tête de savoir que c'était déjà là. » Oui. C'est déjà là. Oui, parce que tu as ce stress-là de créer une nouvelle affaire, mais dans le fond, tu l'as déjà dans toi. Oui. Si ça te convient, on passerait un petit Q&A. On a répondu à énormément de questions dans le podcast. Merci beaucoup, beaucoup. Mais il y en avait quelques autres qu'on pourrait peut-être répondre. Vas-y. La gestion de douleur / enfantement à la maison quand il y a d'autres enfants présents. Oui. Qu'est-ce que tu peux mettre en place? As-tu des petits trucs? C'est peut-être plus spécifique, là, mais ça pour garder sa bulle. À mon avis, ça prend une doula. Ça prend quelqu'un qui va s'occuper des enfants. Que sa job, c'est... Tu sais, la maman, quand elle enfante, elle a besoin d'enfanter. Il y a d'ailleurs un livre magnifique, j'aimerais ça qu'on le mette dans les show notes. Oui, certainement, je le note. Ça s'appelle « De souvenirs, de mémoire, c'est Ma mère, c'est la plus forte ». C'est un livre de Cynthia Durand. C'est une extraordinaire femme qui a aussi écrit les 2 tomes du livre Le petit traité de la naissance libre. OK. Magnifique livre. Toutes les femmes, même celles qui planifient pas un enfantement libre, devraient lire ce livre-là disponible. Je pense que tous ces livres sont disponibles sur Amazon. Là, ils sont disponibles facilement. Dans le livre « Ma mère à moi, c'est la plus forte » ou « Ma mère, c'est la plus forte », c'est un livre pour enfants qui prépare l'enfantement à domicile. OK. Puis on voit cette section-là de, tu sais, le papa qui dit à l'enfant, là, on va être toute tranquille, puis maman, ça va être la maman ours qui est en train de passer à travers un grand voyage. Puis, fait qu'on voit, c'est important de préparer la fratrie. Fait que je dirais, achetez ce livre-là, puis de lire pour voir. Puis là, il explique toutes les phases de la naissance. C'est magnifique. Les illustrations sont extraordinaires aussi. Fait que je dirais, préparer les enfants de manière adéquate. Qu'est-ce qui s'en vient, puis c'est quoi leur rôle? Qu'est-ce qui est important? Pourquoi le calme, c'est si important? Puis il y a des enfants qui vont être vraiment proches de leur maman, puis leur maman qui vont beaucoup aimer ça, se faire toucher, se faire flatter. Ouais. Puis il y en a d'autres pour qui ça marche pas, ça. C'est important d'assurer que la mère, elle va pouvoir dire qu'est-ce qu'elle a besoin, puis que les enfants comprennent que maman va avoir des besoins. Puis ultimement, ça prend quelqu'un pour s'occuper des enfants. Tu sais, c'est pas légitime de penser que la mère puis le père qui font un enfantement libre vont être en mesure pendant, 12 heures de temps de s'occuper des enfants. Ça nécessite quelqu'un qui va être une grand-maman, qu'elle soit adoptive ou biologique, ou une doula qui va passer ce temps-là, puis qui va être en mesure de saisir l'esprit, puis qu'est-ce qui est en train de se passer pour pouvoir identifier le moment de rapprocher les enfants, puis identifier le moment de se séparer. C'est une bonne idée.
Est-ce que, on en a parlé un peu de les positions, mais est-ce que la poussée... Oui, faut que je rajoute quelque chose. Oui, vas-y. C'est hyper important que quand on va choisir cette personne-là, il faut que ça soit à la fois une personne qui va être adorée par les enfants, mais aussi une personne qu'on est prête à ce qu'elle soit très, 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 très proche dans notre intimité. Parce que même si elle n'est pas dans la salle d'enfantement, va falloir qu'elle ait une proximité. Puis moi, j'aime dire, si t'es pas prête à ce que cette personne-là te voit faire l'amour, cette personne-là ne devrait pas être là à l'enfantement. Comme c'est un niveau d'intimité très fort. Fait que j'ai envie de dire, choisis justement qui sera cette bonne personne-là, mais voilà. J'adore, c'est vrai. La poussée réflexe en milieu hospitalier, je pense que elle voulait dire peut-être poussée dirigée versus la poussée physiologique. Est-ce que c'est accepté? J'imagine qu'ils n'ont pas le choix. Ou... Est-ce que c'est accepté? C'est intéressant. Fait que le réflexe expulsif, c'est un processus physiologique extrêmement puissant. Souvent, les femmes vont être surprises par ce qui se passe dans leur corps. Pour moi, le réflexe expulsif, il est très, très similaire au fait de vomir. Tu sais, quand tu vomis, tu contrôles pas l'ouverture de ta bouche. Non. Tu contrôles pas la salivation qui se passe dans ta bouche. Hein, Puis on sait qu'on salive avant de vomir pour protéger l'émail de nos dents. Ça, Mère Nature, elle s'occupe toute de ça. Là. Tu contrôles pas le positionnement de ton corps. Spontanément, si on est sur le dos puis on est sur le point de vomir, il va y avoir une force qui n'est pas contrôlée par nous, qui va nous verticaliser, qui va nous amener pour assurer qu'on ne s'étouffe pas sur notre vomi, en fait. Right? Puis après ça, il va y avoir toute une série de contractions qu'on ne contrôle pas, puis de sons qu'on va faire. Right? Fait que quand tu es sur le point de vomir, comme tu sens, juste avant de vomir, que tu salives beaucoup, là, ta bouche, elle se ramasse plein de temps, puis là, on devient un peu nauséeux, on est un peu plus chaud, là, bam, on a une énergie qui monte, qui nous fait se verticaliser, puis là, on se penche par en avant, puis tu sais, il n'y a rien qu'on peut faire à ça. Ça, c'est vomir. Le réflexe expulsif, c'est la même chose. C'est pareil. En fait, c'est un circuit où la tête va appuyer sur le nerf, sur un nerf qu'il y a au niveau du passage vaginal. Puis ce nerf-là va activer à son tour une partie du cerveau qui va relâcher encore plus de cytocine, qui va augmenter les contractions, qui va augmenter la pression que la tête fait au niveau de ce nerf-là dans le vagin. Puis là, ça crée cette boucle de rétroaction-là qui est super forte, puis qui est complètement incontrôlable. Fait que ça, c'est la poussée réflexe. Ça, c'est le réflexe expulsif. C'est ça, cette affaire-là. Le réflexe expulsif, il arrive jamais à dilatation complète. Ça arrive pas à dilatation complète, cette affaire-là, parce qu'il faut que la tête soit rendue à l'intérieur du vagin pour que ça arrive. Puis entre la dilatation complète puis la tête qui appuie dans les structures comme à l'interne au niveau vaginal, ben il y a quand même une bonne portion de temps. Là. Il y a quand même pas mal de chemin à se faire. Les Français sont catastrophés de ce qu'on fait, nous, au Québec, qui est d'encourager les femmes à pousser à dilatation complète. Ça, là, c'est comme... Pour eux, c'est comme de la pure folie, là. C'est fou, là. Mais eux autres, ils le savent. En France, on fait jamais ça. Une des raisons pour laquelle on fait jamais ça en France, c'est que la rééducation périnéale, c'est comme un sport national en France, là. Je dis ça un peu. C'est bien. Pour rigoler, c'est bien, c'est très bien. Beaucoup de sages-femmes qui sont en libéral pratiquent la rééducation périnéale, puis je dirais que je sais pas c'est quoi les taux, là, mais je dirais ça doit frôler le 70-80% des femmes, après toute naissance, vont faire de la rééducation périnéale avec leur sage-femme. C'est énorme! Wow. Alors que nous, au Québec, on a peut-être 3, 4, 5% des femmes qui font de la rééducation périnéale après. Fait que, parce qu'eux autres, ils voient les périnées des femmes en postpartum, ils s'assurent de le protéger mieux. Ils sont meilleurs à le faire. Nous, on a des périnées vraiment massacrées, puis on fait rien pour les réparer après. C'est vraiment terrible. OK? Fait que la première chose, c'est que pour réussir à avoir un réflexe expulsif en milieu hospitalier, il faut d'abord refuser les touchés vaginaux en fin de travail parce que s'ils savent pas que tu es à 10 cm, ben ils te feront pas pousser. Si malheureusement, tu as un toucher vaginal puis ils savent que tu es à 10 cm puis là, ils vont t'encourager à pousser, là vient l'idée de créer le conflit, de dire « je pousserai pas même si je suis à dilatation, je vais attendre ». Fait que là, ça, c'est-tu un combat qu'on va être capable de gagner techniquement, légalement, médico-légalement, on a le droit, mais reste à voir.
Fait que l'idée, en fait, le réflexe expulsif, c'est assez simple, il faut juste attendre. Il faut juste attendre qu'il s'installe. Puis il s'installera, dans la grande majorité des cas, il s'installe pas avec la péridurale parce que la péridurale va arrêter le signal nociceptif de montée. Il va arrêter le signal. Tu comprends? Il y a plus de... C'est ça que ça fait, là. Ça crée au niveau de la moelle épinière une coupure dans les signaux. Okay. Fait que souvent, avec la péri, on verra pas l'apparition du réflexe expulsif. Mais pour les femmes qui n'ont pas de péri, il faut juste attendre, en fait. Il faut juste attendre, puis là, ça va venir. OK. Tout seul. Puis là, la femme va faire « Ouah! » Puis là, là, tout le monde va... Puis là, elle-même, elle va se surprendre, puis elle va faire comme « Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? » Puis, ben c'est ça, c'est le réflexe expulsif. Puis c'est son corps qui est en train de sortir le bébé, puis c'est tout. J'adore. Puis ça, on sait que ça existe parce que dans les années où on créait le Twilight Sleep, tu sais, toi, ta grand-mère, peut-être qu'elle a déjà vécu ça. Ma grand-mère a vécu ça. Se faire endormir pour l'accouchement, ben il les sortait comment, ces bébés-là? Ben, ils les sortaient pas, en fait. Ils attendaient le réflexe expulsif. Ah, ouais, OK. Et c'est le seul moyen qu'il y avait. Wow. Tu comprends? Ben oui. La femme est endormie. Elle était pas capable de contrôler quoi que ce soit, là. C'est quelque chose. Est-ce que, plus spécifique encore, est-ce qu'on devrait se reposer ou marcher, bouger en début de travail? Tu sais, quand tes contractions commencent, est-ce que tu devrais y aller, OK, bon, parfait, je vais marcher, ou au contraire, je me repose, j'attends, c'est mon temps justement que je peux me reposer? En début de travail, là, ce qui est important, c'est de continuer à vivre sa vie. Quand on s'arrête de vivre sa vie, tout de suite, le compte à rebours commence, puis là, on va trouver ça long. C'est vrai. Le début de travail, ça peut durer 6 jours. Tu sais, faut pas que tu arrêtes ta vie. Tu continues. Tu es en train de faire la vaisselle, tu fais la vaisselle. Après la vaisselle, tu aurais fait quoi si tu avais eu moins de contractions? Tu aurais fait ça. Continue à vivre ta vie. Puis, tu as une contraction, ben arrête-toi. Fait que tu vas à l'épicerie, puis là, tu as une contraction, ben installe-toi sur la tablette, là, puis laisse-la passer, puis continue ta vie. Continue ta vie, c'est ça ma réponse. Ni un ni l'autre. Tu te mets pas à devenir super actif, tu t'en vas pas te coucher non plus. Puis si tu t'en allais te coucher, mettons c'est le soir, puis là ça commence, va te coucher. Fais ta vie comme si c'était normal. Puis à un moment donné, tes contractions, ils vont t'empêcher de faire ta vie normale. Puis c'est à partir de ce moment-là où tu vas te mettre à être en action. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des meilleurs hôpitaux dans le Grand Montréal qui supportent ou qui aident mieux, qui sont équipés, que tu connais peut-être pour les enfantements, physiologiques? Oui, ton domicile chez toi. Sérieux, sans farce, milieu hospitalier, je le sais pas. Ça fait trop longtemps que j'ai vérifié. Les statistiques, il faut les voir. Faut aller voir les statistiques. Parce que, dans le fond, si, admettons, cet hôpital-là a du 17% de taux de césarienne, puis l'autre hôpital a du 26% taux de césarienne, ben quand tu vas, ton risque de césarienne, il est à 26 si tu vas à l'hôpital que c'est 26. Fait que comme... Sois consciencieux de ça. Puis encore plus juste, c'est professionnel dépendant. Il y a une équipe de sages-femmes qui avait suivi ma formation puis qui m'avait montré tous leurs résultats. Puis les autres, ils ont fait une évaluation dans leur milieu de toutes les interventions médicales. Puis c'était comme, je me souviens plus c'était quoi, mais c'était des chiffres complètement mongols. Genre, 85% des épisiotomies étaient faites par les mêmes sages-femmes, par les mêmes quelques sages-femmes. Ah oui, il y avait un score de... Tu sais, c'était pas si élevé que ça, leur score d'épisiotomie, mais comme presque toutes les épisiotomies étaient faites par les deux mêmes, ou quelque chose comme ça. Tu sais, tu comprends? C'est professionnel dépendant, les stats. Fait que j'ai envie de dire, faut regarder les statistiques, puis ça fait trop longtemps que j'en ai aucune idée. Je sais que la méthode, elle a été enseignée anciennement, là, historiquement. Pendant longtemps, on avait des programmes où la méthode Bonaparte était enseignée aux parents, au CHUM. Mais tu sais, j'ai aucune idée de quels sont les vestiges de ces équipes-là. Je comprends. C'était une infirmière qui les a donnés pendant très, très longtemps, mais tu sais, ça fait quand même très, très longtemps de ça. Fait que j'ai pas la réponse. Je dirais, fais tes devoirs puis fais-les comme il faut. Puis de grâce, si tu veux un accouchement physiologique, mets toutes tes chances de ton bord pour pas aller à l'hôpital. Ou si tu vas à l'hôpital... Arrive à 9 cm et demi, comme. Arrive, puis c'est là, tu sais, c'est imminent. Puis prépare pour un accouchement inopiné, prépare pour un enfantement à domicile pas planifié, comme, tu sais, parce que si tu te dis, OK, je vais aller juste à la dernière seconde, mais même que c'est de nager à compte courant. Puis arrive pas avec des gants de boxe. Arrive avec des cadeaux, puis on est vraiment content d'être là, puis oui, merci, puis tu sais...
soumis sur toutes les affaires qui peuvent facilement, comme, qui coûtent pas trop cher, puis solides sur les affaires qui ont des affaires, qui ont des répercussions importantes. Mais excès de nager à compte courant. C'est fou, hein? Pris beaucoup. C'est la normale, en plus. Ouais. On pourrait peut-être terminer sur... tu l'as abordé un peu, mais as-tu un top 3 des livres que tu conseillerais aux femmes? Là, tu vois, j'avais mis en note, je vais mettre dans les show notes aussi, Le Petit Traité de la naissance libre. Ah ouais. Ma mère, c'est la plus forte. On avait dit le vidéo, la performance accouchement sur YouTube. Ouais. Y avait-tu un autre livre qui te venait en tête? Accoucher sans stress avec la méthode Bonaparte. Oui, parfait, on aime ça. J'aime beaucoup les livres de Inami Gaskin. Oui, j'allais le dire, ouais. Tu sais, où elle explique The Farm, puis où elle explique comment... C'est quoi ces vraies statistiques? C'est quoi qu'est-ce que ça devrait vraiment être, là, les taux de complications? Ça, c'est sûr que... J'ai aimé son livre parce qu'il y avait une partie que c'était des histoires d'accouchement, puis l'autre partie que c'était plus informatif sur qu'est-ce qui se passe dans le corps, etc. C'est un bon livre, ça. Ouais, on en a écrit quelques-uns, je pense. Mais, fait que celui-là, puis une autre chose qui me vient en tête... c'est vraiment triste d'être obligé de dire ça, mais How to Heal a Bad Birth. Oui, mais on en a parlé justement avant. Ouais. Fait que comment... qui n'est pas traduit en français, mais qui est un livre malheureusement complètement nécessaire. C'est tellement triste, mais c'est... Ouais. Fait que pour toutes celles qui auraient eu peut-être un accouchement, tu sais, parce que moi, je parlais à Malika avant qu'on commence à enregistrer de mon expérience d'enfantement, puis comment que ça avait été un peu traumatique à quelques niveaux, puis elle m'a conseillé ce livre-là. Fait que je pense que pour toutes les femmes qui ont vécu peut-être un enfantement moins facile, je pense que ça peut être bien. Ouais, je dirais. Mais je recommande, là, avec un grand R majuscule, les livres de Cynthia Durand. C'est un délice. Wow. C'est juste comme... Tu sais, c'est des livres que t'as de la misère à le fermer le soir, puis te coucher, puis dire, là, c'est assez, là, faut que je m'endorme, là. Tu sais, c'est des turn-pagers, là, comme... C'est des page-turners, je veux dire. C'est vraiment magnifique, comment elle écrit. C'est une écrivaine dans l'âme. Ouais. Elle est délicieuse à lire. Ah, c'est bien ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour conclure aux femmes, soit qui se préparent à l'enfantement ou qui sont enceintes, ou y avait-tu un petit conseil pour que ça allait du mieux possible? Ou... J'en ai... j'en ai quelques-uns. Vas-y. On commence par regarder des vidéos de naissance. Je l'ai dit tantôt. Regarde-en en masse pour découvrir qu'est-ce que c'est l'enfantement pour vrai. Ouais. Tout en comprenant que quand je fais faire ça aux professionnels de la santé qui travaillent en milieu hospitalier, ils en reviennent pas puis ils ont jamais vu ça de leur vie. OK? Fait qu'eux autres sont sous le choc puis ils m'écrivent là, dans leur cahier de pratique, là, ils ont comme des réflexions à faire sur quand ils ont vu ces vidéos-là. Puis écoute, ce que je vois là-dedans, c'est genre, ils sont ouais, la tête est restée sortie pendant comme tout le temps entre deux contractions. Ben oui! C'est énorme, il n'y a pas de presse à le sortir, le bébé. Tant qu'il est connecté à son cordon ombilical, il n'y en a pas de problème. Tu sais, mais ils sont pas habitués à ça. Fait que d'en écouter beaucoup en sachant que ça, c'est ce que ton corps est capable de faire, mais que si tu t'en vas à l'hôpital, comme il n'y a personne qui a jamais vu ça, ces affaires-là. Tu sais, fait que ça, je dirais 1. Je dirais 2, choisis ton milieu. Choisis ton milieu. Puis fais tout en ton pouvoir pour être suivi par... Si tu es au Québec, fais tout en ton pouvoir pour être suivi par une équipe de sages-femmes. Puis ça veut dire que tu as une journée de retard de tes règles, t'appelles. Oui, littéralement. T'attends pas là, de faire le test une semaine plus tard. Là. T'appelles tout de suite. Appelle tôt. Ça va changer ta vie. On a... Nos sages-femmes québécoises, c'est dans les meilleures sages-femmes du monde entier. Les sages-femmes d'Australie, les sages-femmes de Grande-Bretagne, les sages-femmes des Pays-Bas, puis les nôtres. Wow! On a un méchant beau curriculum. Ils sont bien formés à la physiologie, nos sages-femmes. Ils commencent à être de plus en plus menottés, là. Ça commence à être vraiment chiant, ce côté-là, là. Mais ils ont vraiment des connaissances justes. Les sages-femmes québécoises, d'ailleurs, on dit ça d'elles, en France.
les sages-femmes québécoises, ils savent pas rien faire. Comme ils savent. Non, attends, comment ils disent ça, les Français? Elles ne savent rien faire, les sages-femmes québécoises. Moi, ce que j'aime dire, c'est, en effet, elles savent ne rien faire. Puis quand tu es témoin d'un processus physiologique comme l'accouchement, la première compétence que tu dois avoir développée, c'est savoir ne rien faire. Ouais. Right? Ouais. Fait que je dirais ça, choisis, puis fais tout en ton pouvoir. Puis je dirais, considère l'enfantement libre. Considère-le. Parce que what if que toi, tu découvres qu'en 9 mois, tu vas être capable de te préparer puis tu as confiance en ton corps puis en way, let's go. C'est une option qui existe, puis trop souvent, on a tendance à la reléguer aux extrémistes. Ben, t'as pas besoin d'être si extrême que ça dans la vie pour dire « Je l'ai fait tout seul, ce bébé-là. On l'a fait entre amoureux, ce bébé-là. On va le faire sortir entre amoureux, ce bébé-là aussi. » Fait comme, considère-le dans ta liste d'options. Considère de faire des centaines de kilomètres de déplacement pour aller accoucher ailleurs. Considère-le. Si t'as pas moyen d'avoir, tu sais, j'en entends des filles qui disent « Ouais, mais tu sais, moi, je viens de telle place, puis tu sais, on n'en a pas de maison de naissance, puis tout ça. » Ben, loue-toi un Airbnb pour 1 mois et demi, puis vas-y, ma grande. Ça va changer ta vie, comme... Ça va changer la vie de ce bébé-là aussi. Ouais. Fait que choisis avec grande précaution. Ouais. Puis ma 3e recommandation, ça va être out there, OK? J'ai jamais dit ça avant, mais là, je me permets de le dire maintenant. Vas-y. Apprends à prier. Apprends à être connecté au divin. Que tu l'appelles comme tu veux, là. Mère nature, l'univers, Dieu, le divin, whatever. Apprends à prier. Parce que l'enfantement, c'est le pacte qui est fait entre toi, ton âme, l'âme de ton bébé, puis Dieu. Fait qu'apprends à mettre toutes les chances de ton bord avec ce que toi, tu peux faire. Puis redonner au divin ce qui appartient au divin. En sachant que c'est pas toi qui vas avoir le dernier mot. Fait que je dirais, apprends à prier. Ça serait ma 3e recommandation. J'adore. J'ai des frissons. C'est beau. Merci. Je suis éternellement reconnaissante pour ton temps, tes connaissances. Je suis tellement excitée pour les auditrices qui entendent ce podcast-là. J'ai hâte de le partager. Merci, Malika, pour ton temps. Puis, c'était vraiment un plaisir de faire ta connaissance, de jaser avec toi, puis de recevoir toute cette belle énergie puis ces connaissances-là. Ben, merci à toi, Ariane. Ça a été un plaisir de partager ce beau moment-là. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bonne journée! Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Si vous avez apprécié notre moment ensemble, n'hésitez pas à aller laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt!